Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo qui s'appelait La vérité nue et qui a fini par se retrouver interdite aux moins de 18 ans sur YouTube. Tout ça parce que j'ai eu le malheur d'utiliser ce tableau de Jérôme montrant la vérité sortant du puits armé de son martinet pour châtier l'humanité. C'est le titre complet, oui, et j'aime beaucoup la petite vibe Ringu qui se dégage de ce tableau. Elle va hanter tes nuits, la vérité. Apparemment donc la nudité de la vérité a déplu à YouTube. On veut vous cacher la vérité, hein, on peut le dire, c'est un scandale. Alors blague à part, c'est quand même un peu embêtant d'avoir un épisode interdit aux moins de 18 ans parce que ça diminue quand même beaucoup sa visibilité. Notamment parce qu'elle est carrément inaccessible si vous n'êtes pas connecté à un compte YouTube et que vous la regardez sur YouTube. Et je crois aussi que ça fait que ça apparaît beaucoup moins dans les recherches de toute façon. Ou alors ça apparaît mais dans un autre type de recherche. Et le genre de recherche où on s'attend pas forcément à tomber sur de la philosophie. Bref, tout ça faisait que j'avais envie de faire un re-upload de cette vidéo depuis un moment. Et je vais en profiter pour rajouter un petit supplément, enfin pas si petit que ça, mais bon ça fait pas 50 minutes non plus quoi, donc ça va, où je vais vous parler de la formule « tous les modèles sont faux, certains sont utiles ». Une formule qu'on entend souvent et qui me semble plutôt fausse et même pas vraiment utile. Alors si vous avez déjà vu la vidéo sur la vérité, vous pouvez sauter à ce timecode pour arriver à ce petit supplément. Sinon, eh ben, je vous encourage quand même à la regarder d'abord parce que je vais forcément dans ce petit supplément pas mal m'appuyer sur des points que je développe dans cette vidéo. Donc voilà, ce serait quand même mieux de l'avoir en tête pour bien en profiter. Sur ce, eh bien, je vais laisser la parole à mon moi chevelu du passé qui va déshabiller la vérité. Et je m'excuse avant si la qualité technique est pas au top, hein, elle est pas toute neuve cette vidéo, mais bon, niveau contenu, je reste tout à fait satisfait. Aujourd'hui, je vais dire toute la vérité, rien que la vérité, sur la vérité, justement. Mais qu'est-ce que la vérité? Ma foi, c'est une excellente question que Ponce Pilate posait déjà à Jésus-Christ d'ailleurs, et à laquelle ce dernier n'a pas eu la courtoisie de répondre, c'est malheureux, et je vais me permettre de ne pas limiter sur ce point. Ainsi donc, après avoir mis un peu d'ordre sur la notion de réalité dans le 20e grain de philo, je vais tâcher d'en faire autant dans ce 21e quant à la signification du terme ô combien galvaudé et mal compris de vérité. Non, ce n'est pas un gros mot, on peut et il faut parler de vérité. La vérité, c'est tout simple, c'est le caractère de ce qui est vrai. Voilà, merci, au revoir. Ouais, tu l'as déjà fait la dernière fois, et non, je ne poserai pas la question que tu veux que je pose. Mais qu'est-ce qui est vrai, me dis-tu? Voilà une excellente et bien meilleure question. Autrement dit, à quel genre de truc attribue-t-on la propriété d'être vrai, et qu'entendons-nous par là en le faisant? Eh bien, nous allons voir que c'est à la fois très simple et très compliqué. On attribue parfois cette propriété d'être vrai à des objets concrets, comme par exemple l'or de mon alliance, j'espère bien que c'est du vrai or et non pas du faux. Notez bien que, sauf subtilité particulière, faux désigne simplement la négation du vrai, ce qui n'est pas vrai. Ou ce tableau qui est bien évidemment un vrai Kandinsky, n'en déplaise à mon double maléfique. Je dis juste qu'il y a peu de chances de trouver un Kandinsky sur le bon coin. Après, t'as peut-être fait une super affaire. Mais quand j'attribue, disons, à une fleur la propriété d'être rouge, ou bien la propriété de ne pas être rouge. D'une part, cela apporte bien une information nouvelle sur la fleur, et d'autre part, en aucun cas, cela ne remet en cause le fait que c'est une fleur. Il y a simplement plusieurs types de fleurs, des fleurs rouges et des fleurs non rouges. Or, l'attribution à des objets concrets des propriétés d'être vrai ou d'être faux, c'est-à-dire de ne pas être vrai, est très différente à cet égard. Les fleurs vraies et les fleurs fausses ne sont pas différents types de fleurs, pas plus que l'or vrai et l'or faux ne sont différents types d'or. Une fleur fausse ou de l'or faux, c'est juste pas une fleur et pas de l'or. Tandis qu'une vraie fleur et du vrai or, et bien en fait c'est juste une fleur et de l'or. Dire que ces choses sont vraies, ça ne les caractérise pas, ça n'apporte aucune information supplémentaire à leur sujet. Ainsi, il y a quelque chose de curieusement trivial et redondant dans cet usage du terme vrai, comme s'il ne signifiait rien en fait. Mais je veux dire que cet usage-là est plutôt douteux, et si je commence par l'évoquer, c'est justement pour l'écarter. Quand on parle de vrai et de faux en philosophie et en logique, ce n'est justement pas pour l'appliquer de cette façon à des objets concrets. Le vrai et le faux relèvent avant tout du langage, on peut l'attribuer typiquement à des phrases déclaratives. Il y a des phrases vraies comme « j'ai deux mains » et des phrases fausses comme « j'ai deux têtes ». Et on voit bien que c'est différent du cas de l'or faux, en ceci qu'une phrase fausse est tout autant une phrase qu'une phrase vraie. Et dire d'une certaine phrase que c'est une phrase vraie apporte bien une information supplémentaire par rapport à dire simplement que c'est une phrase. Ce sont des bons signes du fait que vrai et faux sont là utilisés d'une façon plus pertinente. Alors, précision importante, plutôt que de phrases, les logiciens et les philosophes parleront de propositions. Une proposition, c'est en gros la signification que l'on peut abstraire à partir d'une phrase ou d'une formule d'un langage quel qu'il soit. Par exemple, la phrase en français 2 et 2 font 4 ou son équivalent en anglais, en coréen ou en elfique, mais aussi
aussi la formule 2 plus 2 égale 4 en décimale ou 1 0 plus 1 0 égale 1 0 0 en binaire. Toutes ces phrases et formules sont différentes, mais il semble raisonnable de penser qu'elles expriment toutes la même chose, c'est-à-dire la même proposition. Alors savoir comment cette signification est abstraite à partir de ces simples suites de sons ou d'impressions visuelles, c'est un problème abyssal, aussi fascinant que décourageant, et je vais le laisser de côté pour aujourd'hui. Admettons simplement qu'il y a des propositions, et je me contenterai de souligner que supposer cela semble être une condition de possibilité de la communication, voire du langage lui-même, puisque le nier reviendrait à nier que nous exprimions quoi que ce soit par les sons qui sortent de nos bouches, et que c'est tout de même assez radical, et d'autant plus difficile à soutenir et argumenter que cela semble détruire le moyen par lequel nous soutenons et argumentons quoi que ce soit. Et je m'excuse pour le nœud que je viens peut-être de vous faire au cerveau, bref, passons. Admettons donc qu'il y a des propositions exprimées par les formules de nos diverses langues et langages, et l'on peut du coup répondre à la première question que je posais, à savoir à quel genre de truc attribue-t-on la propriété d'être vrai ou d'être faux. Eh bien c'est d'abord et avant tout aux propositions. Le vrai et le faux sont des notions logiques, des notions qui relèvent du langage. Notez qu'il est courant aussi d'attribuer la vérité et la fausseté à des choses comme des croyances ou des idées, mais c'est un usage en fait dérivé. Ces croyances et idées visent des propositions. On croit que X, on a l'idée que X ou X est une proposition. Et c'est parce que cette proposition est susceptible d'être vraie ou fausse que la croyance est elle-même susceptible d'être vraie ou fausse. Et j'ajouterai sur ce point qu'il est très important de ne pas employer le mot vérité comme une sorte de synonyme de croyance ou de connaissance. Ça se révèle en particulier quand on parle de la vérité pour un tel ou qu'on dit quelque chose comme à chacun sa vérité. Ce qu'on veut dire par là, c'est toujours en fait à chacun ses croyances ou à chacun ses idées. Et ce qu'on appelle la vérité pour un tel, c'est toujours ce que un tel tient pour vrai, autrement dit ce qu'il croit ou ce qu'il prétend savoir. Et même lorsqu'on parle de vérité scientifique, la même remarque s'applique. Ce n'est jamais que ce qui est tenu pour vrai ou pour le plus vraisemblable par la communauté scientifique ou par la plus grande partie de celle-ci. Et c'est certes très bien justifié à être tenu pour vrai ou en tout cas vraisemblable, mais il faut bien noter que tenir pour vrai ou être justifié à tenir pour vrai ou vraisemblable ou encore même être certain que c'est vrai, tout ça ce sont des notions psychologiques et épistémologiques, c'est-à-dire qu'elles renvoient à l'ordre de la pensée et de la connaissance. Et s'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'à strictement parler, la vérité n'est justement pas une notion de cet ordre-là. La vérité est, comme je l'ai déjà dit, une notion d'ordre logique qui relève du langage. Et nous allons voir plus exactement qu'elle relève du rapport du langage à la réalité. Donc si j'étais un peu snob, je pourrais dire que c'est une notion logico-ontologique. Mais j'avoue que c'est pas un mot que j'utilise tous les jours. Bref, parler de vérité comme un synonyme de croyance ou de connaissance, c'est fondamentalement impropre. Donc même l'expression vérité scientifique ne devrait pas être employée sans précaution. On peut aussi dire que t'as ta vérité et puis j'ai la mienne et chacun fait comme il veut et respectons nos différences. Oui bien sûr, et tu peux aussi appeler ton hamster vérité si ça te fait plaisir, mais je pense que ce n'est pas l'usage le plus légitime du terme et je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord c'est pas un hamster, c'est une gerbille s'il te plaît. Considérez les trois thèses suivantes qui me semblent plutôt raisonnables. Premièrement, il y a une réalité. Voilà. Donc une réalité au sens où j'en parlais dans cet épisode, et on a vu que c'est une thèse vraiment minimale, au sens où le nier revient à embrasser le solipsisme le plus radical selon lequel rien n'existe en dehors de mes seules expériences présentes, pas même quelque chose qui produit ces expériences. Elles surgissent là spontanément et c'est quand même étonnant à quel point elles sont plutôt ordonnées en général. Bref, il est quand même difficile de nier sérieusement le réalisme métaphysique. Je veux bien t'accorder ce point, même si en tant que double maléfique je doute un peu de ma propre réalité. Deuxièmement, nous avons des langages qui permettent d'exprimer toutes sortes de propositions, et je pense aussi bien aux langues naturelles qu'au langage formel. Et comme je disais plus haut, ça me semble difficile de nier ce point puisqu'on ne peut le faire qu'en exprimant des propositions dans un langage, justement. La seule critique cohérente de cette thèse exigerait de se taire finalement, et c'est assez peu convaincant. Bah je sais pas, je vais essayer. Non, c'est vrai que c'est pas convaincant. Troisièmement, certaines expressions de nos langages réfèrent, ou au moins sont censées référer, à certains aspects de la réalité. Ça n'a rien d'étonnant dans la mesure où nous construisons nos langages en étant en interaction avec cette réalité, justement. Par exemple, j'ai certaines sensations visuelles et tactiles que j'estime causées par un truc qui serait donc réel, et pour moi, l'expression « le monstre vert » est censée avoir un certain lien avec ce truc réel, qui est sans doute en fait un assemblage de choses extraordinairement complexes, mais peu importe. Le fait est que j'estime que cette expression du langage renvoie à un certain aspect de la réalité, même si je ne sais pas exactement ce que c'est en soi, certes.
Au fait, petite parenthèse, je me permets d'interrompre le monsieur Phi. Je voudrais souligner que sur la question de la référence sur laquelle je passe un peu vite dans la vidéo quand même, alors qu'en fait c'est pas si simple, c'est même assez crucial dans la question du rapport du langage à la réalité. Et bien donc sur la référence, j'ai fait plus tard ces 2 vidéos qui donnent quelques solides bases. Et la deuxième notamment explique comment la référence peut être constituée par des interactions causales entre des locuteurs du langage et la réalité qui les entoure. Donc voilà, si vous voulez un peu approfondir ce point qui est plus compliqué qu'il en a l'air, ces 2 vidéos sur la référence sont particulièrement propices, je pense. Sur ce, je referme cette parenthèse et je vous laisse profiter du spectacle. Prenons encore un autre exemple très différent dont j'aime beaucoup me servir. On peut considérer les plans de métro comme une forme de langage très simple. Dans ce langage, chaque point réfère à un lieu, une station de métro, et le trait qui lie ces points est un symbole qui réfère à un certain type de relation entre ces lieux, en l'occurrence en gros au fait d'être relié par une voie ferroviaire. Et c'est tout, vous le comprenez très bien en le lisant, pas besoin de percer les mystères de la réalité pour déchiffrer un plan de métro. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que ça dans cette thèse selon laquelle certaines expressions de nos langages réfèrent à certains aspects de la réalité. Vous voyez, c'est tout simple. Autrement dit, les plans de métro parlent du métro. Waouh! Nier cette thèse serait là encore extrêmement radical puisque c'est supposer a priori que le réel est absolument indicible et que nous ne cherchons pas, ou en tout cas que nous ne devrions pas chercher à nous y référer de quelque façon que ce soit. Je ne doute pas que l'on puisse écrire quelques pages enthousiasmantes sur ce thème. Ô langage impuissant à saisir l'être dans son ineffable singularité. C'est le genre de posture qui donne un air profond mais qui n'a finalement qu'un intérêt limité et me semble bien difficile à justifier rationnellement. Déjà, c'est bien sûr un homme de paille que d'exiger du langage qu'il saisisse parfaitement la réalité. Il est clair qu'aucun langage ne peut satisfaire cette exigence exorbitante, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas parler de la réalité. Certes, nos langages sont largement approximatifs et presque tous les termes ont des frontières floues et imprécises, mais ça ne devrait pas nous empêcher de considérer que telle ou telle expression du langage peut référer de façon approximative, floue, imprécise à tel ou tel aspect de la réalité. Encore une fois, ça ne vous paraît pas si sorcier quand vous lisez un plan de métro. On se passe fort bien d'une démonstration apodictique de la réalité en soi de Châtelet-Léal. Au fond, c'est difficile à justifier absolument, mais il semble que ce soit bien de cette façon-là que nous concevons le langage. C'est comme ça que je parle du monstre vert, Je pense qu'il y a quelque chose qui cause mes expériences, un truc réel donc, et je considère que l'expression le monstre vert renvoie à ce truc réel, dont les limites sont floues et imprécises en effet, mais peu importe. Tu es un peu flou et je n'ai pas accès à ta réalité en soi, mais je t'aime bien quand même, tu sais. Non mais c'est bon, tu peux appeler monstre vert ce bout de la réalité, j'ai pas d'objection. Eh bien c'est parfait parce qu'une fois qu'on a accepté ces 3 thèses, il est difficile de ne pas accepter aussi le point suivant, qui est le point crucial. Certaines propositions sont susceptibles de correspondre à la réalité. Alors ce qu'il faut entendre exactement par correspondre pourra varier pas mal d'un auteur à l'autre, mais je vais tâcher de vous l'expliquer simplement à partir d'un exemple. Reprenons notre plan de métro. Disons donc qu'il y a juste 4 symboles dans notre langage. 3 points qui réfèrent à des stations de métro et le symbole trait qui réfère à l'idée d'une liaison ferroviaire. À partir de là, on peut assembler ces symboles de toutes sortes de façons. Certaines seront considérées comme mal formées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sens, et les autres seront bien formées, c'est-à-dire qu'elles ont un sens, elles expriment donc une proposition. Et parmi les propositions, je vais attirer votre attention sur un cas remarquable. C'est lorsque les symboles de la proposition sont dans le même rapport que les éléments de la réalité auxquels ils réfèrent. C'est marrant, j'ai l'impression que cette phrase est excessivement compliquée, alors que ce que tu veux dire est excessivement simple. Oui, c'est normal, ça fait souvent ça quand on veut parler de vérité. Ce que je veux dire, c'est que, en admettant que dans la réalité, la station Châtelet est liée par une voie ferroviaire à la station Cité, qui elle-même est liée à la station Saint-Michel, et à supposer que ces 3 points désignent respectivement ces 3 stations et que le trait désigne donc cette idée de liaison ferroviaire, alors en assemblant les symboles de cette façon, on a une proposition dont les symboles sont dans le même rapport que les choses auxquelles elles réfèrent en réalité. Il y a ce qu'on appellerait en mathématiques un isomorphisme, c'est-à-dire une identité de structure entre la proposition et la réalité. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que la proposition correspond à la réalité. Par contre, quand j'assemble ces symboles de cette autre façon, on a toujours une proposition, ça a toujours un sens, mais cette fois ça ne correspond pas à la réalité. Oui, merci de m'apprendre à lire un plan de métro. Et c'est donc ça, juste ça, ce que je veux dire quand je parle de correspondance entre la proposition et la réalité. Et notez que puisque mon exemple concerne des métros, il est bien sûr hilarant de parler de correspondance.
Ah mais oui, c'est tout à fait hilarant, mais foin de facéties et autres galéjades. Pour résumer donc, à supposer qu'il y ait une réalité, qu'il y ait un langage, et que des éléments de ce langage peuvent référer à des aspects de la réalité, et tout cela semble plutôt très raisonnable, alors il semble que certaines propositions du langage soient en mesure de correspondre à la réalité, au sens d'un isomorphisme entre la structure des éléments de la proposition et la structure des aspects de la réalité auxquels ces éléments réfèrent. En effet, ça me paraît bien tenir tout ça, et parce que cette idée de correspondance ou isomorphisme à la réalité semble particulièrement importante et intéressante, mais que c'est quand même un petit peu long à dire, n'est-ce pas? On serait tenté de lui donner un petit nom. Que dirais-tu de vrai, hein? On dirait que ces propositions sont vraies et que les autres, eh bien, on va les appeler fausses. Ah bah oui, c'est bien trouvé ça comme nom, hein, ça sonne bien. Et effectivement, réflexion faite, ça semble très bien se superposer à l'idée vague que je me faisais de la vérité. La vérité donc serait la correspondance ou adéquation ou isomorphisme d'une proposition à la réalité. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la vérité-correspondance. Et notez bien que ça ne désigne pas une théorie précise, c'est plutôt une large famille de conceptions de la vérité qui ont toutes ceci en commun de considérer que la vérité réside dans le rapport du langage à la réalité. Et cela représente la principale conception de la vérité dans toute l'histoire de la philosophie, aussi bien que dans la philosophie contemporaine encore. Mais c'est quand même un peu décevant tout ça, non? Je veux dire, en fin de compte, t'es en train de nous dire que la phrase « la neige est blanche » est vraie en vertu du fait que la neige est blanche. Merci Captain Obvious. Note par contre que ce n'est pas parce que la neige est blanche est vrai que la neige est blanche, mais c'est parce que la neige est blanche que la neige est blanche est vraie. Quoi? En fait, c'est vraiment pas compliqué ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce que la neige est blanche... Ah oui, effectivement. C'est très simple. Je vois que cette conception de la vérité a bien quelque chose de décevant, de trop simple, de trivial. Et ça pose le problème quand on essaye, comme on vient de le faire, de parler de la correspondance de la proposition à un fait, que l'on voit mal comment parler de ce fait autrement qu'en répétant la proposition. Pour parler du fait que la neige est blanche, il est visible que je mentionne la proposition la neige est blanche, et c'est pour ça que c'est si bizarre. Il est bien difficile de s'extraire du langage pour étudier sa correspondance à la réalité, sauf en logique bien sûr, et c'est pour ça que la logique c'est magnifique, mais c'est une autre histoire. Même si elle reste largement dominante aujourd'hui, l'approche correspondantiste de la vérité reste curieusement méprisée par certains philosophes, comme s'il allait de soi que c'est une théorie naïve et dépassée. Alors que non, ça n'est absolument pas dépassé, et je pense même en tant que logicien que l'approche sémantique de Tarski et la théorie des modèles ont permis de rendre cette conception beaucoup plus solide du point de vue formel, et ce n'est ni plus ni moins naïf que les trois thèses à partir desquelles j'ai argumenté, à savoir qu'il y a une réalité, qu'il y a des langages, et que ces langages nous permettent de parler de la réalité. C'est un peu décevant certes, mais ce qui est naïf n'est pas forcément faux, c'est même souvent le signe que c'est plutôt raisonnable en fait. Et il faut se méfier de la séduction, du paradoxe et du mépris du sens commun en philosophie. Je peux comprendre la fascination qu'exercent les thèses radicales comme refuser qu'il y ait une réalité ou que le langage nous permette d'en parler. Cela donne facilement l'impression d'une position élevée et profonde, mais en fin de compte en les soutenant, vous vous condamnez surtout à refuser a priori toute discussion. Ceci dit, c'est pas bête d'avoir une théorie selon laquelle il est impossible de discuter, ça permet de jamais avoir tort. Petite note, il faut sans doute réserver un traitement spécial à l'idée de vérité en ce qui concerne les propositions des mathématiques ou de la logique, et plus généralement pour tout ce qui est formel ou méta. Et c'est là que l'idée d'une notion de vérité basée sur un critère de cohérence plutôt que de correspondance par exemple pourrait être pertinente. Ou bien on peut renoncer tout à fait à parler de vérité et préférer un autre terme comme valide par exemple, après tout, peu importe. Mais en dehors de cela, pour toutes les propositions qui donc touchent à des faits, il me semble raisonnable de donner au mot vrai son sens de vérité-correspondance. Une proposition de ce genre est vraie si et seulement si ce qu'elle dit est dans une certaine forme de correspondance avec ce qui est. En somme, il y a le niveau ontologique, c'est-à-dire le niveau de la réalité avec les faits, etc. et le niveau logique, le niveau du langage avec les propositions. Et la vérité s'applique aux propositions et renvoie à un certain isomorphisme entre ce niveau logique et le niveau ontologique. Notez bien qu'en fin de compte, si vous voulez utiliser le mot vrai autrement, tant que c'est clairement convenu, eh bien pourquoi pas. Et il y a certes d'autres conceptions de la vérité, typiquement les conceptions cohérentistes ou pragmatistes. Mais je trouve pour ma part que se disputer sur la définition du mot vrai est en fin de compte assez vain tant qu'on ne remet pas en cause l'idée d'un rapport entre le langage et la réalité. S'il y a un tel rapport et en particulier s'il peut y avoir un isomorphisme entre la proposition et un fait, alors il ne sera pas incongru de souhaiter désigner ce rapport par un certain mot, et pourquoi pas le mot vrai, il semble plutôt bien désigné pour cela. Mais si vraiment vous n'aimez pas qu'on emploie le mot vrai de cette façon, parce que c'est le nom de votre hamster par exemple, ou parce que vous considérez qu'il faut réserver au mot vrai un autre usage, eh bien ne l'employez pas, mais ça devient juste une
une querelle verbale sans grand intérêt. Ok, mais à la réflexion, je me dis qu'il y a quand même un gros problème avec ta théorie de la vérité-correspondance. Comment fait-on pour vérifier qu'il y a bien une correspondance entre la proposition et la réalité? Je suis sûr que tu n'y avais pas pensé, parce qu'en fait, on n'a pas accès à la réalité en soi. Je veux dire, même pour le cas du métro, par exemple, je n'ai pas accès à la station de métro en soi. Tout ce que j'ai, c'est des perceptions de métro. Du coup, je peux jamais être sûr que le plan correspond vraiment à la réalité réelle de la réalité en soi. Et donc, ta notion de vérité-correspondance, elle est toute pourrie. Alors ça, c'est l'objection la plus courante contre la vérité-correspondance. C'est celle que Kant notamment formulait dans un passage de la Critique de la raison pure, souvent convoqué en autorité pour montrer à quel point la vérité-correspondance est une notion absurde et dépassée par Kant de toute évidence. Mais ce n'est absolument pas pertinent, parce que c'est une objection épistémologique. C'est-à-dire que c'est une objection qui concerne la question de savoir comment être justifié à croire qu'une certaine proposition est vraie. Et l'on ne voit pas en quoi cela devrait remettre en cause la notion de vérité, qui de toute façon n'est pas une notion épistémologique. C'est typiquement un cas où l'on confond en fait la notion de vérité avec les notions dérivées de tenir pour vrai ou d'être justifié ou d'être certain qu'une chose est vraie. Il n'y a rien d'absurde ou contradictoire à ce que la définition de la vérité-correspondance ait pour conséquence que nous ne pouvons pas avoir de certitude absolue quant à la vérité de quoi que ce soit concernant la réalité extérieure. C'est peut-être tout simplement un signe du fait qu'il n'y a tout simplement pas de sens à viser une telle certitude absolue. Voilà tout. Il faut juste se faire à cette idée. En somme, certes, la définition de la vérité comme correspondance à la réalité met en lumière des difficultés épistémologiques puisque nous n'avons pas accès directement à la réalité, que nous ne pouvons donc pas constater directement cette correspondance, mais ça n'est pas une objection à cette définition, tout au contraire. Espérer résoudre ces difficultés, ou plutôt les mettre sous le tapis en changeant subrepticement le sens du mot vérité, c'est aussi inutile que malhonnête. Oui, ce que nous cherchons à connaître est la réalité, et donc nous espérons que nos théories sont vraies ou au moins s'en rapprochent, c'est-à-dire qu'elles correspondent à la réalité autant que possible. Et oui, il est bien difficile de s'en assurer puisque nous n'avons justement pas accès à cette réalité. La question intéressante est alors de savoir si un certain type de justification, typiquement celle que fournit le travail scientifique, nous permet de garantir mieux que d'autres que les propositions que l'on considère sont vraies ou plus vraisemblables que les autres. Tout cela, ce sont des questions épistémologiques et qui ne relèvent plus de la notion de vérité seulement. Et ce sont d'excellentes questions qui nous mènent tout droit à un sujet dont j'ai déjà parlé et que je compléterai bientôt d'un prochain épisode, c'est le sujet du réalisme scientifique. Mais ce sera donc pour une prochaine fois. Alors donc, pour finir, je voudrais dire 2-3 mots, 3-4, à propos de la formule que vous avez peut-être déjà entendue: tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. C'est une formule qu'on doit à George Box, un des plus grands statisticiens du XXe siècle, et elle est devenue assez populaire, notamment dans la sphère de la vulgarisation scientifique en France, probablement en partie parce que Lay de Science for All est un grand utilisateur de cette formule. Et je pense qu'il n'est pas étranger au fait que je l'ai entendu ensuite dans la bouche de Christophe d'Hygiène Mentale ou de Gilles de Reka, que des excellentes chaînes. Alors donc, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et est-ce que tout ce que j'ai raconté sur la vérité peut nous éclairer là-dessus? Et bien donc, revenons à mon plan de métro, vu que c'est mon exemple favori. Alors peut-être que certains ont envie de dire oui, mais c'est pas un modèle. Mais déjà, définir précisément ce qu'on appelle un modèle est très compliqué. Et quoi qu'il en soit, il me semble que cette sentence sur les modèles tous faux, mais certains utiles, on l'entend le plus souvent de façon générale comme une sorte de mise en garde contre toute représentation simplificatrice de la réalité. Et finalement, un plan de métro est, s'il en est, une représentation simplificatrice de la réalité. Donc pourquoi pas? Alors comme ça, tous les plans de métro seraient faux, mais certains seraient utiles. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ce plan de métro, par exemple, est faux, mais il est utile? L'idée sous-jacente lorsqu'on dit ce genre de choses, l'idée sous-jacente lorsqu'on dit ce genre de choses, putain, c'est... Il me semble que l'idée sous-jacente lorsqu'on dit ce genre de choses, c'est la suivante. Une représentation est toujours plus simple, plus limitée que la réalité représentée, et il ne faut pas la prendre pour la réalité. Elle en manque forcément des aspects. Et effectivement, il y a bien plus de richesse dans le réseau urbain ferroviaire de la ville de Paris que dans ce plan bassement schématique et réducteur. La carte n'est pas le territoire, tout ça. Et donc oui, ce plan n'exprime pas tout ce qu'on pourrait exprimer de vrai au sujet du métro parisien. Faut demander à Laurent Deutsch si vous voulez savoir tout ce qu'il y a de vrai à propos du métro parisien. Mais pour autant, en quoi le plan exprimerait quelque chose de positivement faux? Le plan ne dit pas « le métro parisien, ce n'est rien d'autre que ce que j'en dis ». À vrai dire, le plan ne dit rien en lui-même, c'est nous qui lui faisons dire quelque chose en l'interprétant. Et l'interpréter correctement, c'est justement ne pas lui demander davantage que de nous renseigner sur l'ordre des stations et comment elles sont liées à éventuellement d'autres lignes de métro. C'est très limité, mais c'est important de voir que tant qu'on reste dans les limites de cette interprétation correcte, tout ce que nous dit le plan correspond bien à la réalité, c'est juste vrai.
J'aurais du mal à pas trouver assez agaçant quelqu'un à qui je demande si c'est bien le bon plan de la ligne et s'il est vrai que la station citée est entre Châtelet et Saint-Michel donc, et qui me répondrait tu sais, tous les plans de métro sont faux, mais certains sont utiles. J'aurais juste envie de lui dire non mais moi tout ce que je veux savoir c'est si l'ordre des nombres de stations indiqués sur le plan là, ça correspond bien à l'ordre des stations sur la ligne réelle. C'est ça la différence entre un plan vrai et un plan faux, hein, et c'est clair pour moi et pour tous les usagers du métro a priori. Et pour qu'un plan me soit utile, tout ce que je lui demande c'est qu'il soit vrai en ce sens-là en fait. Après tout, c'est bien la ligne de métro réelle que je vais prendre, hein, donc c'est forcément utile de ce point de vue que le plan du métro corresponde à cette réalité. Autrement dit, qu'il soit vrai au sens de vérité correspondance. Même si bien sûr je peux pas en être absolument certain parce que pas d'accès direct à la réalité, malingénie, tout ça. Mais encore une fois, ne confondons pas la question épistémologique de comment être certain que c'est vrai et la question simplement qu'est-ce que ça veut dire que c'est vrai. Bref. Alors notez bien que certes c'est pas toujours le cas, il y a bien des modèles dont on admet la fausseté, au sens où on admet que ce qu'ils représentent ne semble pas correspondre à la réalité, mais qu'on tient quand même pour utile au sens où ils permettent de faire des prédictions correctes par ailleurs. Et c'est important justement de ne pas confondre ces deux cas, c'est important de ne pas confondre tout ce qui est utile dans la même case du faux. Ça tient juste pas la route. Parmi les modèles ou les représentations utiles, il y en a pour lesquelles on a de bonnes raisons de penser qu'elles le sont précisément parce qu'elles sont vraies. Le plan de métro, encore une fois, en est l'exemple typique. Et il y a d'autres modèles et représentations pour lesquelles on a de bonnes raisons de penser que leur utilité provient d'une correspondance au moins approximative à la réalité, donc que c'est plutôt approximativement vrai, et je vous renvoie là-dessus à ma vidéo sur le réalisme scientifique qui finalement pose la question de savoir ce qu'il y aurait d'au moins approximativement vrai dans nos meilleures théories scientifiques qui expliquerait qu'elles soient justement si utiles. Et puis effectivement, on peut aussi avoir des modèles ou des aspects d'un modèle dont on a de bonnes raisons de penser qu'ils ne correspondent pas du tout à la réalité, mais qui sont néanmoins utiles parce qu'ils permettent de faire des prédictions correctes. Typiquement, la physique newtonienne avec son concept de force, on a de bonnes raisons de penser que ce concept de force ne représente rien, mais ça reste très utile. Et donc en fin de compte, ça paraît important face à un modèle utile de bien distinguer ces différents types de cas. Il faut pas décréter que parce que c'est juste un modèle, alors tout est faux dedans. Je pense qu'en général, c'est pas ça qu'on veut dire en fait. La mise en garde qui me semble que la plupart des gens veulent faire en disant tous les modèles sont faux mais certains sont utiles, c'est plutôt quelque chose comme ok, ce modèle est utile, mais n'allons pas croire que tout ce qu'il représente correspond à quelque chose en réalité, et bien sûr n'allons pas croire que la réalité n'est rien de plus que ce modèle. Bref, faisons la part des choses dans tout ça. Alors c'est forcément un peu plus long à dire comme ça et moins sexy, mais ça me paraît plus responsable épistémologiquement. Ou si vous voulez quand même une formule un peu frappante, vous pourriez dire quelque chose comme un modèle peut être utile sans être vrai. Ça, ok, hein, bon c'est pas fou, mais au moins c'est correct. Alors certes, il y a aussi des personnes, et clairement Lé en fait partie par exemple, qui utilisent cette formule parce qu'elles sont par ailleurs opposées à toute forme de réalisme scientifique et même de réalisme tout court en fait. Et pourquoi pas? Du coup c'est à peu près approprié pour exprimer une position anti-réaliste, encore que pas mal d'anti-réalistes mettraient beaucoup de caveats avant d'utiliser ce genre d'expression. Mais bon, de fait, en pratique, cette expression est très souvent, même chez eux, utilisée dans des contextes qui n'ont pas grand chose à voir avec des questions sur l'anti-réalisme. Et en fin de compte, je pense que beaucoup de personnes, et peut-être même d'ailleurs George Box lui-même au départ, utilisent un peu vite cette expression sans avoir le moins du monde l'intention de soutenir la position radicalement anti-réaliste qui semble sous-jacente si on la prend un tant soit peu au sérieux. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée particulière à défendre à propos du réalisme scientifique, ou si vous penchez plutôt du côté du réalisme scientifique, et c'est pas une position excentrique, hein, au contraire c'est une position très consensuelle en épistémologie, en philosophie des sciences aujourd'hui, eh bien je vous recommanderais un peu plus de prudence avant de dire tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Vous êtes probablement en train de dire quelque chose avec quoi vous n'êtes pas du tout d'accord en fait à bien examiner. Et c'est un petit peu embêtant de dire par mégarde des choses avec lesquelles en fait on n'est pas d'accord. Merci d'avoir regardé et peut-être re-regardé cette vidéo sur la vérité. Je vous remettrai aussi le lien vers l'article de blog qui contient pas mal de compléments. Aussi, ne vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas renoncé à faire la suite sur le paradoxe de Newcomb, hein, ça va venir. Puisque ça faisait un moment que je voulais réuploader cette vidéo et maintenant c'est chose faite. Je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur Utip et sur Tipeee. Vous êtes magnifiques et vous êtes ma principale source de rémunération en ce moment. La chaîne n'aurait pas survécu toutes ces années sans vous. Donc vraiment, encore une fois, merci. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec probablement du paradoxe de Newcomb et du dilemme du prisonnier en veux-tu, en voilà. En attendant, portez-vous bien et j'espère que vous méditerez dorénavant sur la beauté formelle des plans de métro.